Je vous souhaite la bienvenue au deuxième atelier organisé dans le cadre du colloque L'Inaction en perspective et en prospective. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Christine Mas, qui est enseignante en sciences physiques et en chimie depuis 2002. Elle intervient également dans le cadre de la formation continue pour l'Académie de Besançon. Marie-Christine, elle détient un master de recherche en sciences de l'éducation qu'elle a obtenu en 2016. Elle a travaillé 3 ans à l'OCCE où elle accompagne donc les enseignants en classe et lors des formations afin qu'ils développent des pratiques coopératives qui sont favorables aux apprentissages et à un climat de classe serein. En 2020, elle a débuté ses études de doctorat sur l'analyse du travail enseignant sous la direction de Lucria. Son travail de recherche s'inscrit donc dans le cadre théorique du cours d'action. C'est d'ailleurs de cela dont il s'agit aujourd'hui. Et il porte sur le repérage, l'analyse de gestes professionnels d'enseignants experts et les conditions de leur appropriation par d'autres enseignants grâce à la mise en place de formations locales récurrentes permettant un retour d'expérience et une expertise accrue. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marie-Christine pour qu'elle puisse introduire l'atelier et débuter. Merci beaucoup. Merci Maria et merci à vous d'être là aujourd'hui. Alors je vais vous proposer cet atelier en 3 temps. Un premier temps où je vais vous présenter de là où j'en suis du cours d'action. Donc le cours d'action est notamment le traitement de l'activité grâce aux composantes du signe hexadique. Dans un second temps, je vous proposerai donc, puisqu'on est dans un TD, d'analyser ensemble une première situation, de décomposer cette situation avec les composantes du signe. Et dans un troisième temps, je vous proposerai 2 exemples et je vous laisserai travailler sur ces signes. Voilà. Et puis bien sûr, à tout moment, hein, intervenez, n'hésitez pas. Posez-moi des questions, reprenez-moi, enfin voilà, que ce soit quelque chose qui nous permette de travailler ensemble et de progresser ensemble. Alors, je partage mon écran avec vous. Normalement, vous devez pouvoir me faire un signe de tête pour me dire que vous voyez la première diapositive. Super, merci Sylvia et merci tout le monde. Voilà, donc je vous ai déjà annoncé le format de CD. Je vais simplement donc commencer par une petite présentation du cours d'action et du traitement par le signe. Alors, ma thèse s'intitule «L'étude de l'activité en classe d'enseignants experts à des fins de formation continue sur site». Pour l'instant, mobilise le cours d'action, on va le revoir juste après. Cette année, j'ai recueilli des données en classe puisque je travaille sur l'activité réelle des enseignants en classe à la suite des travaux de Ria, Durand, Verrune. Et la deuxième partie de ce travail consistera à mettre en place un laboratoire à des fins transformatives de l'activité des enseignants. Alors pour commencer, je me suis forcément interrogée sur l'activité dans une classe. Alors l'activité enseignante d'une part, l'activité de la classe d'autre part. Je vous laisse prendre connaissance de cette petite galaxie bleue qui montre combien l'activité enseignante est multiple, combien elle est complexe, combien elle est faite à chaque instant de décisions, de micro-décisions, de gestes professionnels utilisés par l'enseignant, mais aussi, et c'est cela qui nous intéresse particulièrement, d'éléments invisibles. De l'enseignant à chaque instant a des émotions, réfléchit, interprète les situations qui se présentent à lui, interprète son environnement social, matériel, etc. Et c'est en cela que l'activité enseignante est difficile à comprendre. C'est aussi en cela qu'il est très intéressant de mobiliser le cours d'action, puisque on va avoir dans le cours d'action, la primauté est donnée à l'acteur. Donc on va chercher à comprendre l'activité de façon intrinsèque, du point de vue de l'acteur. L'activité de la classe également est difficile à comprendre parce que la classe est hétérogène, constituée d'autant d'élèves différents, mais aussi parce que l'activité de la classe est variable, instable. Une classe, une même classe va être
va avoir une activité le lundi à 8 heures et une toute autre à 9 heures et une toute autre à 8h10. Donc, d'où la difficulté à comprendre cela d'un point de vue extérieur. Et pourtant, c'est comme ça que j'ai débuté ma thèse, dans ce flux d'activités, dans ce flux continu de préoccupations des acteurs, je constate que certains enseignants arrivent à créer des conditions favorables aux apprentissages, des conditions qui sont durables, qui sont tenables. Et j'ai vraiment voulu chercher à comprendre comment cela est possible, au-delà des gestes professionnels qu'ils utilisent et qu'ils déploient dans la classe. Comment est-ce possible d'avoir ces situations? Qu'est-ce qui se tisse de façon invisible pour que, une classe et l'activité de la classe soient propices aux apprentissages, alors que, cette même classe, dans un autre cours avec un autre enseignant, développe des activités qui sont pas du tout propices aux apprentissages. Du coup, je vous présente mes 2 questions de recherche telles qu'elles sont, écrites pour l'instant. Donc la première, je vous laisse, la lire, qui focalise sur, l'endiguement des comportements déviants des élèves. Et la seconde question de recherche qui focalise sur l'enrôlement des élèves. Alors on entend par enrôlement le fait, d'engager et de réengager les élèves dans la tâche. C'est un vocabulaire qui est utilisé par, Marie-Sylvie Claude et également par Patrick Rayoux. Notamment, ils ont fait un travail dans la classe, avec un travail sur le passage dans les rangs, où ils emploient ce vocabulaire. Alors, cette étude qualitative mobilise le programme de recherche du cours d'action. Heu, on l'a vu tout à l'heure, le cours d'action donne la primauté au point de vue de l'acteur. Il aborde l'activité humaine dans son environnement, d'où la première hypothèse qu'on verra juste après, l'hypothèse de l'inaction. Heu, on est on est en activité dans un environnement propre. Et le cours d'action constitue l'activité en objet théorique, c'est-à-dire qu'en fait, on va considérer l'activité et la modéliser grâce à 4 objets théoriques. Donc, dans le cours d'action, il y a 4 objets théoriques. Il y a le cours d'expérience, le cours d'action, le cours de vie et le cours d'information. Dans mon travail, j'utilise le cours d'expérience, c'est-à-dire que je modélise l'action je cherche à comprendre l'action des acteurs grâce à leur explication, grâce à une vision intrinsèque. Le cours d'action mobilise également, enfin utilise le cours d'expérience augmenté d'une vision extrinsèque, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple, une description anthropologique de la classe. On va, dire: «Il s'agit de telle classe avec des enfants de tel âge, en tel nombre, le volume sonore dans cette classe au moment de la captation était tel» et cetera. Le 3e objet théorique, donc le cours de vie, considère le cours d'expérience, mais sur un pan plus long et en fait, on va avoir des situations, des morceaux d'activité qui vont être discontinus au cours du temps, mais qui seront tous reliés par une même pratique. Ça va être par exemple le fait d'étudier, une même classe avec un même enseignant à l'échelle d'une année. Et le dernier objet, théorique est le cours d'information dont je ne vous parlerai pas parce que je ne le maîtrise pas. Alors il y a 3 hypothèses, dans le cours d'action. On va les développer maintenant. Donc le paradigme de l'aide-action, initialement développé dans les années 80 par Maturana et Varela. La conscience pré-réflexive, que les acteurs expriment grâce à un entretien d'autoconfrontation réussi. On en reparle juste après également. Et enfin, l'activité signe de Peirce, dont il parle, dès les années 98. Alors, le paradigme de l'inaction indique que l'activité résulte d'un couplage permanent entre l'acteur et son environnement. À chaque instant, l'acteur sélectionne des éléments de son environnement qui font sens pour lui et qui lui permettent de constituer son monde propre.
Alors, c'est un couplage qui est dissymétrique, hein, vous voyez que cette flèche est plus importante que celle-ci, parce que l'acteur sélectionne à chaque instant et modifie son environnement. Je vous donne par exemple un exemple. Vous êtes, dans un champ de fleurs et de blé et au bout du champ, il y a une rivière. Il y a 3 acteurs qui sont en train d'observer le même champ, au même instant. L'un des acteurs, est agriculteur, l'autre, est un passionné de botanique et le troisième est un pêcheur. Pour un même environnement, chacun des 3 acteurs ne va pas sélectionner les mêmes, éléments de son environnement et ne va pas créer le même monde propre. L'agriculteur, par exemple, va, regarder si les grains de blé ont, le bon aspect à cette période, de l'année, ont suffisamment d'eau, regarder si le sol est OK pour que le blé pousse correctement. Quant, à l'acteur passionné de botanique, lui, il va tout de suite repérer les fleurs qui, sont présentes dans ce champ et il va répertorier: «Tiens, celui-ci, il y a telle et telle, espèce» et cetera. Quant au pêcheur, il va sans doute, être attiré par la rivière, aller voir s'il n'y aurait pas des espèces de poissons qu'il ne connaîtrait pas, par exemple. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un même environnement, mais on ne crée pas le même monde propre pour, chaque acteur. Deuxième hypothèse de ce cadre, du cours d'action. Alors, j'ai oublié de dire que le cours d'action est un programme de recherche, épistémologique qui a, pour but de comprendre le monde et également technologique qui a pour but de transformer le monde. La deuxième hypothèse, concerne la conscience pré-réflexive. Donc, c'est une conscience qui est naïve, qui est spontanée et grâce aux entretiens d'autoconfrontation, alors l'entretien d'autoconfrontation, consiste à remettre dans son activité l'acteur en lui, diffusant un petit morceau de l'activité que l'on aura capté, par exemple en classe, dans le cas de mon travail, et on va lui permettre d'accéder à cette conscience pré-réflexive dont il n'a pas conscience jusqu'à là. Alors, un entretien d'autoconfrontation, si j'ai bien compris ce que je suis en train de faire jusque-là, ne va pas consister à demander des explications. Il va consister à permettre à l'acteur de sélectionner des petits morceaux qu'on va appeler unités élémentaires de son activité et il va être capable de mimer son action, de raconter son action, de commenter son action. Donc on va par exemple pas lui poser, la question: «Mais pourquoi tu fais cela? Tu aurais pu faire cela». On va plutôt le remettre en situation en lui disant: «Et là, qu'est-ce qui se passe?» C'est vraiment, ce travail, alors au début, c'est ce qui est un petit peu, difficile pour moi, d'être vraiment très prudent dans les entretiens d'autoconfrontation, de ne pas amener l'acteur à analyser son activité, mais réellement à la commenter, à la mimer, à la raconter. Par exemple, on va pétrir de la pâte. On est face à un acteur, on est en train de recueillir l'activité d'un acteur qui est spécialiste pour pétrir la pâte. Alors il va avoir des moments dont il n'aura pas forcément conscience parce qu'il aura cette habitude et cetera. Il va appuyer, exercer une certaine pression sur la pâte à certains moments, il va remettre de la farine et cetera. On va le remettre en situation en lui diffusant cette part de l'activité que l'on a filmée et on va lui demander: «Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais?» Et il va nous expliquer: «Bien là, j'appuie, plus intensément sur la pâte parce que je sens que le réseau gluténique n'est pas encore bien développé. Et là, je remets de la farine pour que la pâte ne colle pas». Donc en fait, il va, c'est le 1er cadre, hein, qui est ici. Heu, on va le remettre en situation face à une activité qui a du sens pour lui. Grâce à l'entretien d'autoconfrontation, il prend conscience de ce qu'il fait parce qu'il nous raconte son activité, il peut même la mimer, la simuler et la commenter et du coup, cette activité, cette explication, cette prise de conscience, de la conscience pré-réflexive va transformer son activité.
N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de m'arrêter, prenez la parole. La troisième hypothèse du cours d'action, c'est l'activité signe de Peirce. Alors, je vous laisse prendre connaissance de ce petit paragraphe. L'activité de l'acteur est signifiante. C'est pas une logique si, alors. C'est pas non plus un flux d'informations qui se déverse, sur l'acteur ou une suite d'opérations mentales. Spontanément, l'acteur, lorsqu'on le remet en situation, va, découper son activité en unités élémentaires et ce qu'on appelle une unité élémentaire, ça va être la plus petite fraction, d'activité dont l'acteur peut rendre compte. Par exemple, si on reprend l'exemple, de la pâte à pain ou à pizza, heu, l'acteur va sélectionner le moment où il appuie plus fortement sur la pâte et nous expliquer, nous rendre compte du fait que, bah, là, il était obligé d'appuyer plus fortement parce que, la pâte avait telle texture, parce qu'il sentait que le réseau glutémique, était, tel et cetera. Le fait que, l'activité soit, modélisée par un objet, théorique nous permet, d'accéder à la compréhension de cette activité. Pour, terminer sur cette troisième hypothèse, donc à partir de cette portion d'activité, signifiante pour l'acteur, qui va être sélectionnée par lui, découpée en unités élémentaires, on va pouvoir traiter cette portion d'activité grâce aux composantes du signe. Donc hexadique, ça veut dire 6 composantes. Et ça nous permet, alors c'est vraiment, et corrigez-moi, hein, ceux qui sont spécialistes en cours d'action, mais ça nous permet, cette vision et cette compréhension intrinsèque de l'activité nous permet de ne pas, faire des hypothèses, de ne pas arriver avec des sujets, mais réellement avoir une compréhension, d'une situation qui a priori, enfin, vu de l'extérieur, imaginez, une classe calme. Vu de l'extérieur, on peut se dire: «Bon, ben, voilà, c'est une classe calme qui est mise au travail, grâce à l'expertise de l'enseignant, grâce à son autorité, grâce à son aura», peu importe. Et en fait, en accédant à la connaissance intrinsèque, donc du point de vue des acteurs, on va comprendre qu'en fait, cette classe est au travail parce que à ce moment-là, la préoccupation de l'acteur était, enfin de l'enseignant était telle que, il a, agi, il a transformé l'activité de tel ou tel élève, et cetera. Donc c'est peut-être un petit peu encore flou pour, ceux qui n'ont jamais travaillé sur le cours d'action, mais je crois que ça va s'éclairer un petit peu avec les situations pratiques qui vont suivre. Alors, je vous présente les 6 composantes du signe hexadique. Dans le signe hexadique, il y a 3 états. C'est un petit peu comme en science avec la démarche d'investigation. Quand on travaille en science, on a l'état initial, l'état stable, donc ce qui constitue, la connaissance en amont de la perturbation. Ensuite arrive la perturbation, donc ça, c'est ce qui est, écrit ici, la secondéité. Et grâce à cette perturbation, notre activité est transformée. Alors, on va faire en science, on va faire des observations, des interprétations pour terminer. Et les interprétations vont nous permettre d'élaborer des règles, des lois qui vont nourrir notre connaissance et donc nos activités futures. 3 composantes dans l'état initial, donc la priméité, c'est l'engagement, c'est-à-dire, la préoccupation, c'est le document que je vous avais envoyé, en amont. Donc, les préoccupations de l'acteur en fonction de ses actions passées. L'actualité potentielle, donc les attentes de l'acteur à cet instant. Le référentiel, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'il mobilise à un instant T. Arrive la perturbation, par exemple dans une classe, un doigt levé, un, une demande d'explication d'un élève. Du coup, la préoccupation de l'acteur change, ses attentes vont changer et il va mobiliser de nouvelles connaissances pour répondre à cette perturbation. Donc le moment où la perturbation, apparaît va constituer l'unité élémentaire que l'on va, décomposer, traiter avec, les composantes du signe pour finalement arriver à l'élaboration de règles.
Alors, premier exemple, donc là, on arrive à la deuxième partie de notre TD. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? OK. Donc, je vais arrêter mon partage et vous partager, une petite vidéo. Alors, on est en classe de quatrième. En France, la quatrième correspond à des élèves de 14 ans. Je travaille mon recueil de données se fait dans un collège de 900 élèves en milieu rural. C'est un collège qui fait partie, du réseau REP, donc un collège, on va dire, relativement en difficulté avec des élèves, qui peuvent être, assez, perturbants dans les apprentissages et pour les apprentissages. On travaille dans cette situation, on va travailler sur, la poésie lyrique. Donc, je vous présente juste une minute et vous allez me dire si vous voyez tout simplement, des unités élémentaires de l'activité de cette enseignante et de cette classe. Voilà. C'est écrit au centre, poésie lyrique. Nous avions dit, Amandine, c'est le poète destiné à quelle personne? La première personne. Nous avions dit qu'il exprimait quoi? Des sentiments, des émotions. Oh, souvent, ce n'est pas la joie de vivre qui transparaît dans ces poèmes-là. Quels sont les sentiments dont on parle souvent? La souffrance, voilà, c'était quand il parle à une passante, à la femme qui est parisienne, c'est une expression, la douleur, l'amour, etc. Oui. Et puis on avait parlé d'une émotion telle que ressent quelqu'un qui n'est plus chez lui, qui a quitté sa patrie, son pays, etc. Un peu comme la nostalgie. D'accord. Donc, je vous donne ces exemples-là, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Ça peut être aussi la solitude, la tristesse, etc. Vous allez voir. Voilà. Alors, est-ce que sur cette minute d'activité réelle, donc dans une classe de quatrième, est-ce que vous avez réussi à repérer des moments de perturbation pour l'enseignant ou du coup, elle a eu d'autres préoccupations? Oui, Laurent? Oui, non, mais moi j'ai juste une question pour bien comprendre les choses. Les unités élémentaires, elles sont... Alors si nous on les repère de l'extérieur, est-ce que du coup on n'est pas un peu en contradiction avec le cadrage théorique, c'est-à-dire est-ce que c'est pas à la personne qui est confrontée à sa vidéo d'être en situation de repérer ces éléments? C'est-à-dire que si nous on les repère de l'extérieur, ça me donne l'impression de faire de l'interprétation du coup de ce qu'on voit et de ne pas être tout à fait dans l'objectif qui avait été annoncé, c'est-à-dire de remettre la personne en situation et de repérer elle-même ses perturbations. Après, oui, de l'extérieur, on voit un élève qui lève la main, on voit un certain nombre de perturbations, mais est-ce que ce n'est pas à l'enseignante d'exprimer ces perturbations dans le cadre de ce que Alors vous avez décrit? là, il y a un parti pris, c'est-à-dire que quand tu as fait 1 heure de captation en classe, tu ne vas pas repasser 1 heure à l'enseignant et effectivement, tu vas sélectionner toi-même des petits bouts d'activité. Alors, pas forcément des morceaux qui correspondraient à une unité élémentaire. Il va certainement y en avoir un enchaînement ou un enchâssement même d'unités élémentaires. Mais lorsqu'on va remettre l'enseignante en condition, on va lui repasser ce petit morceau parce qu'on a l'impression que là, on a besoin de comprendre des choses, parce que peut-être que de l'extérieur, on ne comprend pas ces choses-là, donc on va aller chercher cette compréhension intrinsèque. Et c'est le cas, enfin, là par exemple, moi j'ai sélectionné des petits morceaux de mon corpus
où j'avais l'entretien d'autoconfrontation de l'enseignante, qui m'a permis derrière de faire un traitement par le signe. Alors, en l'occurrence, je vais repartager mon écran et cette fois-ci revenir au diaporama. S'il veut bien que... Mhm. Alors, tac. Alors, j'ai plus accès. Est-ce que quelqu'un saurait me décoincer? J'ai plus accès au diaporama. Euh, Est-ce que tout en bas, tu vois le petit icône pour partager? Oui. Tu peux Alors, appuyer sur le petit icône pour... ouais, je refais un nouveau partage. Oui, voilà. Voilà. Non, j'ai toujours pas. Alors, bon. Tac. Voilà, on le voit. Ah, pardon, pardon. Ok. Tac, tac. Voilà. Alors, merci. Voilà, c'est parfait. Tout va bien. Je vous ai mis la verbalisation, c'est-à-dire ce qu'a dit les acteurs pendant ce petit moment que j'ai sélectionné. Alors, moi, j'ai sélectionné un tout petit moment. C'est le moment où l'enseignante commence à écrire parce qu'en fait, elle est en train de remettre en condition, elle fait un feedback avec ses élèves. C'est la troisième séance sur la poésie lyrique. Ils ont fait une carte mentale la dernière fois et elle aimerait qu'ils recréent une nouvelle carte mentale pour avoir accès aux connaissances fondamentales de ce qu'elle leur a apporté sur la poésie lyrique. Du coup, en plus, on est en contexte Covid, il y avait pas mal de cas contacts la semaine précédente, donc elle fait aussi ce feedback pour les absents. Et elle dit, on avait écrit au centre poésie lyrique, donc on la voit écrire cela. Et dans la foulée, elle dit, nous avions vu, Amandine, que le poète s'exprimait à quelle personne? Et moi, quand j'ai regardé cela, je me suis dit, mais nous avions vu Amandine. Pourquoi est-ce qu'elle interpelle cet élève? Est-ce parce que Amandine est juste devant et elle n'était pas tout à fait dans le champ de la caméra? Est-ce parce que, enfin, on la voit, mais moi, je ne connaissais pas Amandine, donc en fait, je ne l'avais pas repérée au début. Est-ce parce qu'elle fait le cirque? Est-ce parce que elle faisait autre chose? Je ne comprenais pas. Donc, j'avais besoin d'avoir une compréhension intrinsèque de ce qui se passait là. Pourquoi est-ce qu'elle interpellait Amandine? Du coup, je demande en entretien d'autoconfrontation, qu'est-ce qui se passe là? Et je repasse ce petit moment. Et l'enseignante me répond, alors à la fois, ils doivent, les élèves, regarder le tableau et leur cahier, parce que le schéma est déjà dans le cahier, la carte mentale, et elle m'explique que là, la compétence qu'elle travaille, c'est je relis mon cours. Et elle m'explique, elle commente ce qu'elle voit à l'écran en me disant, Amandine est une élève en difficulté. Elle l'interroge pour être sûre qu'elle m'écoute et pas du tout comme je pouvais imaginer pour vérifier si elle avait bien appris sa leçon ou quelque chose de ce genre. Du coup, dans cet exemple, je vous propose ce traitement. Donc, l'unité élémentaire que l'on a sélectionnée grâce aux explications, je pars de l'entretien d'autoconfrontation, je pars de ce que me dit l'enseignant et on sélectionne cette petite portion de l'activité qui était commentable, racontable et mimable par l'enseignante. Donc, je l'ai appelée, voilà, de toute façon pas forcément très opportune, interroge Amandine en ébauchant la carte mentale au tableau. Alors, lorsque l'on est dans... en fait, l'unité élémentaire, elle se situe dans l'actuel. Il se passe ça à ce moment-là, mais je la remets au début puisque c'est à partir de là que je pars pour dérouler ensuite les différentes composantes. Qu'est-ce qu'elle mobilise? Donc, la priméité. Quel est l'engagement de l'enseignante à ce moment-là? C'est permettre aux élèves de réviser les caractéristiques de la poésie lyrique. Quelles sont ses attentes? Alors, on a certains codes pour décrire les composantes du signe. On commence l'engagement, on utilise un verbe à l'infinitif plus un COD pour définir cet engagement. Pour ce qui est des attentes, on commence par attentes liées, en l'occurrence, à la mémorisation du cours par les élèves. Ensuite, S, c'est le référentiel. On utilise sujet, verbe, complément. Les élèves retiennent mieux le cours en le relisant en classe. Arrive la perturbation. Donc, elle s'intéresse à ce moment-là, elle est de dos, hein, mais elle s'intéresse à Amandine. Et
elle, elle commente, grâce à l'entretien d'autoconfrontation, je peux écrire: «Les élèves en difficulté ont besoin d'être régulièrement sollicités pour vérifier qu'ils écoutent». Je me base sur ce que me dit l'enseignante. On est, je vous rappelle, dans le cours d'action, la primauté est donnée à l'acteur et à une compréhension intrinsèque. Est-ce que vous avez, des remarques, des questions, des réactions? Oui, vas-y Laurent. Oui, moi je voulais juste savoir si, moi dans le cadre de la mobilisation de ce langage symbolique, j'ai souvent été tenté, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai fait, hein, de m'intéresser d'abord au représentamen, c'est-à-dire à ce qui perturbe l'acteur. Tout à Je fait, trouve ouais. que Mmh. quand j'analyse les verbatims, c'est plus facile, enfin ça facilite le travail d'analyse que de mettre le R d'abord en premier. Mmh. Et après, la question que je me suis posée, sans contester la théorie de Peirce, hein, voilà, qui est un illustre philosophe, mais de me dire finalement, est-ce que enfin, le R est dans la secondéité pour vous? Pour autant, si c'est à partir du R qui s'engage, qui se préoccupe, qui pense ce qu'il pense et qui transforme ce qu'il pensait avant, et qu'il valide ou l'invalide de nouvelles connaissances, je me dis finalement, est-ce que l'engagement, l'anticipation, même si c'est dans la priméité, on pourrait aussi considérer que c'est dans le réel, puisque ça part d'une perturbation. Donc c'est pour ça que, juste pour vous dire que euh, moi j'ai déplacé le R en fait en tête d'analyse pour ensuite pouvoir mieux trouver les autres unités. Voilà. Mais ça c'est bon, voilà, la façon C'est dont c'est j'ai travaillé. c'est ce qu'on fera, après et d'ailleurs, Luc Ria travaille les composantes du signe en actualisant les préoccupations, en actualisant l'engagement et cetera et effectivement, à chaque instant, l'enseignant est traversé par différentes préoccupations, et en fonction des perturbations qu'il capte, hein, dans son monde propre et il va, avoir de nouveaux engagements, de nouvelles préoccupations, mobiliser de nouvelles connaissances de son référentiel. Mais Et alors, dans un autre exemple, on va pouvoir le voir effectivement. Moi, je pars maintenant de cette perturbation aussi. et après, promis, je vous embête plus. Est-ce que vous analysez ce matériau à la main? Est-ce que vous consignez tout ça dans des grilles ou est-ce que vous utilisez un logiciel pour vous aider? Alors, pour l'instant, étant donné que je suis au début de la recherche, c'est assez artisanal. Je n'ai pas encore stabilisé mon traitement. Je suis en recherche. Là, pour l'instant, c'est artisanal, donc c'est à la main, etc. J'ai juste un logiciel pour me retranscrire les verbatims et les verbalisations. Ça peut, enfin, moi, je trouve que c'est super, hein. Ça coupe, on ne vous entend plus, Laurent. Il peut On entend. peut-être, le Ah, il faut logiciel peut-être. peut des fonctionnalités d'échange entre les chercheurs qui peuvent du coup faire une vérification, une double vérification des éléments qui ont été reportés dans ces tableaux. Donc, d'où peut-être l'utilisation d'un logiciel. Je pense à un logiciel qui s'appelle Advin. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, je le mets dans le chat. Voilà, c'est avec ce logiciel qu'on peut aussi traiter et analyser les verbatims. Merci. Alors, je vous propose cette fois-ci de vous mettre au travail. Alors, je vous repartage cette fois-ci. Je vais remettre tac, tac, tac. Je vous repartage l'activité. Donc, on est à la suite. On continue sur cette histoire de carte mentale. Alors, est-ce que vous voyez... Ah, mais je ne vois plus du coup. Tac, tac. Est-ce que vous voyez cette fois-ci l'image de la classe? Un petit signe de tête? Super, ok, merci. Et je relance. Hop là, pardon. Allez. Voilà. Des sentiments, des émotions, vous
mettre aussi le vert, le polycopier, vous avez d'autres exemples. Voilà, pardon, j'ai fait petite erreur de manip. Ça commence maintenant. Les poèmes lyriques que nous avons lus étaient composés de vers de longueurs différentes. Si le vers, donc un vers nous reflète la ligne, hein, d'accord? Maïlis, si ça fait 12 syllabes, on appelle ça Loïc, un alexandrin. Ça y est. Non, je sais, c'est alexandrin. Non, mais à chaque fois que je parle des alexandrins, les élèves me parlent de mon famille. C'est pas grave. Après, un Paul, un vers de 10 syllabes. Ça, c'est une bonne idée de réviser. Aléna, un décasyllabe, un vers de 8 syllabes, ça dit. Un octosyllabe. D'accord? Les poèmes, ils sont présentés. On a dit que quand c'est de la poésie classique, ce n'est pas toujours le cas, avec des sortes de paragraphes. Comment on les appelle? Votre petit paragraphe, on ne dit jamais comme ça normalement, il fait 4 vers. Voilà. On s'arrête là. Alors, je vous propose d'utiliser la grille que je vous ai envoyée et je remets également le diaporama pour que vous puissiez avoir ici. Ah oui, là, ça recommence. Voilà. Donc, on est à réviser les types de vers. Vous avez, on est dans la même classe, même heure de cours. Elle interroge plusieurs élèves, dont Paul. Donc, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on parte du représentamène. Paul ne répond pas lorsque l'enseignante lui demande « Paul, un vers de 10 syllabes ». Et elle rétorque « Ah, j'ai une bonne idée de réviser ». Donc, si vous en êtes d'accord, j'aimerais qu'on puisse décomposer cette unité élémentaire avec les composantes du signe. Vous avez le verbatim, vous l'avez aussi, hein, je vous l'ai envoyé, donc vous pouvez l'utiliser pour, bien sûr, vous allez l'utiliser pour pouvoir trouver les différentes composantes pour cette unité élémentaire. Donc, je vous laisse. Alors, je ne sais pas quoi vous laisser à l'écran. Est-ce que je vous laisse, vous avez les deux documents, est-ce que vous préférez que je vous laisse le verbatim ou est-ce qu'à l'inverse, je vous laisse le tableau comme ça, vierge? Je regarde ce que vous me répondez. Ah, Laurent. Ah non, pardon, c'est pas toi. Le verbatim? Le verbatim, je dirais, oui. Ok, ça marche. Voilà. Alors, je vous laisse quelques minutes et après, je vous propose d'échanger entre nous un petit peu ce que chacun a mis dans pour les différentes composantes. Quel engagement, quelle préoccupation, engagement, quelles attentes de l'enseignante, quelle partie de son référentiel est-ce qu'elle mobilise? Et enfin, quelles règles éventuellement? Alors, on n'a pas forcément toujours toutes les composantes du signe sur toutes les unités élémentaires. Je me tais, je vous laisse parler.
On va dire qu'on se donne 3 minutes encore jusqu'à 16 heures de travail individuel et ensuite on va échanger. Alors, la phrase en bleu, j'ai oublié de vous préciser, c'est ce que je demande. Voilà, les 3 minutes sont passées. Est-ce qu'on peut passer à nos échanges entre vous, entre nous? J'arrête mon partage, je le remettrai si on a besoin du verbatim. Alors, prenez librement la parole. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'elle vit un petit dilemme à ce moment du cours entre le fait d'avoir repéré un élève qui ne répond pas et puis les exigences de la poésie lyrique. Du coup, sans donner toutes les réponses, mais c'est un peu comme ça que j'interprète déjà la scène en question. Et ça a un peu influencé du coup la combinaison que j'ai trouvée, c'est-à-dire elle est perturbée par le fait qu'un élève ne réponde pas aux exigences du maître. Et puis, finalement, par rapport aux exigences que représente le lyrisme, la poésie lyrique, il faut qu'elle soit un peu dans l'autocontrôle pour pas envoyer un message qui serait encore plus négatif à l'élève et qui le démobiliserait par rapport aux attentes du curriculum, quoi, notamment. Voilà. C'est un peu comme ça que je l'ai vu, mais après, je laisse les collègues intervenir aussi. Hein. Voilà. Alors, les autres?
Germain, je sais que tu es un petit peu débutant dans le cours d'action et puis dans le traitement par les composantes du style, mais est-ce que tu veux intervenir? Non. Non, je laisse les autres intervenir. Marie-Christine, Oui, je vais me risquer oui, pour l'unité merci. élémentaire. J'ai mis l'enseignante demande à Paul de donner un exemple de verbe à 10 syllabes. Mhm. Et Euh, les autres, est-ce que c'est cela aussi? Est-ce que c'est cette part signifiante de l'activité que vous avez repérée grâce aux verbalisations et grâce au verbatim? Moi, j'ai repéré le fait que Paul n'a pas répondu. Je pense que c'est ça qui a perturbé, disons, l'enseignante. Et c'est toujours à partir de là, d'ailleurs, il y a des liens avec le fait que, selon elle, son expérience, les vivre ensemble avec Paul, disait que c'est un bon élève. Donc, pourquoi n'a pas répondu? Et là, je crois que cette unité élémentaire nous amène plus loin. Merci. mais ça, ce serait pas le représentamène? Oui, c'est ce que disait Francisco, c'est-à-dire que c'est la perturbation, le représentamène. C'est ça, donc c'est pas la même chose que l'unité. Non, Non, ok. l'unité, ça va être cette part de l'activité que l'on va isoler et que l'enseignant, en l'occurrence, l'acteur, va pouvoir commenter. Et là, en l'occurrence, si on regarde le verbatim, c'est bien cette part de son activité et de l'activité de la classe qu'elle commente. Quand elle nous explique que Paul est un bon élève, qu'elle ne va pas se fâcher, qu'elle veut juste, en disant ah ben j'ai bien fait de réviser, lui montrer, ben voilà, c'est dommage que tu n'aies pas révisé, etc. Ensuite, est-ce que vous avez repéré les attentes? Euh, Personnellement, j'ai eu de la difficulté, par exemple, à l'engagement. Est-ce que, parce qu'elle dit explicitement c'est une façon pour elle de montrer à Paul qu'il aurait dû réviser. Puis en même temps, elle dit, ben, son intention est de réviser. Est-ce que c'est parce qu'elle le dit explicitement que c'est ça l'engagement ou il faut lire entre les lignes? Est-ce qu'il y a des réactions? Alors, si j'ai bien compris, Maria, ton dilemme à ce moment-là, c'est quel est l'engagement de l'enseignante? Est-ce que c'est dire à Paul qu'il aurait dû réviser ou réviser les différents types de vers pour la classe? Oui, parce que dans un cas, elle disait, je me souviens plus par cœur de comment c'était écrit, mais elle, tu lui demandais quelle était son intention. Elle a dit, ben, l'intention c'est aussi de réviser. Et juste avant ça, elle avait souligné que c'était pas pour punir Paul du tout, c'était Mm, simplement pour lui faire signe que, oh, ben, tu vois, c'est bête, t'as pas révisé, t'aurais dû. ouais. Donc, est-ce qu'il y a un double engagement ou est-ce qu'il faut en prendre un seul lorsqu'on fait des analyses là-dessus? Les autres qui ont déjà fait du traitement, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que nous sommes dans actualité potentielle. Ce que Maria vient de mentionner, hein, ça nous amène à ces composantes, c'est-à-dire actualité potentielle. C'est-à-dire que l'enseignante elle a des attentes par rapport à Paul, qui fait que, en fonction de sa préoccupation adressée à Paul, elle réagit de la sorte. J'avais une question similaire à celle de Maria par rapport, par exemple, de l'état affectif. Elle dit à un moment, ce n'est pas pour être fâché. On est autorisé à interpréter, bon, elle est quand même un peu fâchée. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans l'interprétation. Alors, là où j'en suis dans ma recherche, hein, la première année, je suis sûre que j'aurai progressé déjà dans la semaine prochaine, etc. Moi, s'il n'y a pas clairement les émotions qui sont dans le verbatim, j'interprète pas parce qu'on est dans l'extrinsèque. Maintenant, voilà, c'est ce que j'ai compris de ce traitement par le signe.
Et d'ailleurs, effectivement, on peut rajouter quand on traite les composantes du signe, par les composantes du signe, on peut rajouter agacée, elle fait ceci. Et en vérité, là, s'il n'y a pas dans le verbatim, si elle ne me dit pas clairement parce que je ne vais pas demander ou parce que je n'ai pas pu repérer son émotion sur son visage, soit au moment où j'ai capté en classe ou alors au moment de l'entretien d'autoconfrontation, parce qu'elle est remise dans l'activité, hein. Il s'agit vraiment de ne pas, lors de l'entretien d'autoconfrontation, de ne pas l'amener à d'autres réflexions. On est vraiment en train de revivre, remettre en situation ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, je ne le mets pas. J'interprète pas. Je me base Ok, vraiment sur merci. l'intrinsèque. Madame Marie-Christine, je me posais une question. Bon, en fait, je n'ai aucune expérience en termes d'éducation primaire, par contre. Je me posais une question. Cela ne rentre pas dans la liberté de l'élève, soit répondre ou ne pas répondre. Parce que je ne sais pas si c'est une exigence quelconque. Là, c'est pareil. Elle ne le met pas dans le verbatim. Donc, quand je traite la composante, quand je cherche à comprendre du point de vue du lecteur, je ne vais pas interpréter. Ok, merci. Ici, d'ailleurs, je me posais la question, par exemple, l'attente. Oui, on peut déduire une attente de l'enseignante, mais elle ne l'a pas dit explicitement. Est-ce qu'à ce moment-là, on le laisserait vide? Parce que c'est là mon sens. Elle parle, elle dit explicitement son intention, ses intentions, mais au niveau de l'attente, on la devine. Et est-ce que l'attente serait comme si on doit l'écrire, est-ce que on n'est pas déjà dans l'interprétation de ce qu'elle voulait faire? Alors, les autres, est-ce que vous avez repéré des attentes dans le verbatim? Bah, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'attend à ce que les élèves aient révisé? Quand elle dit c'est un peu bête de ne pas avoir révisé, tu peux faire mieux que ça? Oui, et surtout, au tout début, elle dit « donc, on fait un petit rappel sur les types de vers ». Donc, elle a une attente liée aux connaissances des différents types de vers. Alors, oui, pardon. Prisca et Germain. Non, c'est bon. Allez-y, allez-y. Juste pour donner aussi une manière de documenter les attentes, il y a deux choses selon moi. Il y a le degré de surprise. Le degré de surprise quand Paul ne répond pas nous indique implicitement ou indirectement ses attentes d'une certaine manière. Oui. Donc, le fait qu'elle soit surprise que Paul ne répond pas, ça nous permet de faire des inférences plausibles, même si elle ne le formule pas pendant l'entretien d'autoconfrontation sur ses attentes. Oui, et ça corrobore ce que tu dis. Lorsque l'on lit dans le verbatim, on fait un petit rappel sur les types de vers, et ensuite elle dit l'intention, c'est aussi de réviser, pas d'apprendre les nouveaux types de vers. Donc, elle a, pour moi, des attentes liées à la connaissance des vers. Et les attentes, elles sont souvent aussi en lien avec à la fois l'engagement, les préoccupations de l'enseignant et aussi les connaissances qui mobilisent à ce moment-là. Et d'ailleurs, elles sont entre guillemets coincées, si on utilise ce terme-là, entre les attentes et les connaissances. En tout cas, il y a une forme de cohérence entre les trois composantes, le E, le A et le S, qui permettent d'identifier aussi ces attentes. Mais c'est une composante qui est difficile à renseigner et qui est aussi... Alors, là, dans l'exercice que propose Marie-Christine, c'est difficile hein, quand on fait ce genre de formation. Je suis dans le même cas avec mes étudiants, mais du coup, on est vraiment sur un extrait très court avec une enseignante. Or, normalement, on traite des corpus un peu plus grands, plus importants. Donc, on voit aussi s'opérer des récurrences
chez un enseignant, dans ses attentes, dans les connaissances qu'il mobilise, et ainsi de suite. De même qu'on fait des enquêtes ethnographiques qui nous aident aussi à compléter ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait l'exercice là comme on le fait, on est très focalisé sur les verbalisations. Or, on renseigne toujours ce cours d'expérience à la fois avec les données enregistrées, vidéo, à la fois avec les verbalisations et aussi avec une connaissance de terrain qu'on peut avoir parce qu'on a observé, parce qu'on a vu plusieurs enseignants et ainsi de suite. Donc, c'est toujours très délicat de former comme ça, comme le fait Marie-Christine. C'est bravo, parce qu'on le fait voilà, avec un tout petit corpus pour essayer de faire comprendre les composantes, quoi. Et d'ailleurs, merci Germain, parce qu'en fait, ce découpage en unités élémentaires va nous permettre d'accéder à cette conscience préréflexive, d'accéder à la compréhension grâce à l'acteur, la compréhension intrinsèque. Et comme cela, on reconstruit le cours d'expérience. C'est-à-dire qu'on voit le cours d'expérience de l'acteur grâce au corpus recueilli. Et ensuite, on a les entretiens d'autoconfrontation, on a ce découpage en unités élémentaires et on reconstruit grâce aux enchaînements et aux enchâssements parfois des unités élémentaires, on reconstruit le cours d'expérience qui nous permet d'avoir cette compréhension et du coup par suite cette transformation. Et c'est ce cadre. Hein. Oui, vas-y. Une petite chose que je voulais préciser. Pour moi, ce qui est difficile à comprendre quand on commence avec cette méthode, mais qui est toujours difficile à comprendre pour moi des fois quand je traite, c'est le découpage en unités, en fait, significatif ou élémentaire du cours d'expérience. Que là, on pourrait dire, on pourrait découper, je ne sais plus, j'ai plus le texte face aux yeux, face à moi, j'essaie de retrouver vite fait. Je te le remets. Non, je peux l'avoir pas très loin, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah voilà. On pourrait découper, dit entre guillemets, on fait un petit rappel. Non, ça, c'est pas l'origine, c'est pas celui que j'ai vu. Ah, pourtant, je vous ai envoyé celui-ci. Dans la verbalisation application à réviser les types de verbes, dans la verbalisation en situation, donc, elle dit Paul, un vers de 10 syllabes, 3 petits points. Ah, j'ai eu une bonne idée de réviser. Ça, on peut le découper en deux. On pourrait dire d'abord, elle dit Paul, un vers de 10 syllabes, et auquel cas, si on découpe ici, la préoccupation, ça pourrait être cherche à faire réviser les élèves, cherche à vérifier, je sais pas, voilà. Oui, à faire un rappel sur les vers grâce aux connaissances des élèves. Et l'unité d'après serait dit j'ai bien fait de réviser, et auquel cas, là, c'est plus cherche à faire réviser les élèves, c'est d'une certaine manière montrer à Paul qu'il aurait dû réviser. Enfin, sa préoccupation n'est plus la même. Et donc, ce qui est difficile là-dedans, c'est le découpage. Parce que si on découpe en deux, ou si on fait une seule unité en disant demande, puis indique à Paul qu'il aurait dû réviser, on ne va pas renseigner ensuite les catégories de la même façon. En tout cas, ça va être plus ou moins dense. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait faire deux signes au lieu d'en faire. On peut en faire qu'un ou on peut en faire deux. Finalement, il n'y a pas de. Là, c'est difficile. Et en fait, en général, c'est en fonction de la taille du corpus et de la nécessité et de la fécondité de découper en un signe ou en deux signes. Je vous donne un exemple rapide. On a un collègue qui a travaillé sur les gens qui faisaient du trampoline. Ne me demandez pas pourquoi. Mais donc, une activité de trampoline aux Jeux Olympiques, je sais pas, ça dure, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure 30 secondes. Mais il y a des unités élémentaires qui sont très très fines, c'est-à-dire pour quelqu'un qui fait du trampoline, bouger sa main comme ça quand il est en l'air, ça a beaucoup de sens pour lui. Et donc, lui, il avait intérêt à faire un découpage très très fin. Quand on analyse une activité en classe qui peut durer 1 heure, on va faire un découpage peut-être un petit peu plus grossier en termes d'unité élémentaire, mais ça ne veut pas dire qu'on va rater quelque chose. Et donc l'idée, à chaque fois, c'est, je dirais même plus qu'une... Moi, je n'utilise pas le terme de reconstruction du cours d'expérience, je dis qu'on le construit, parce qu'en fait, il n'existe pas.
On construit une représentation plausible de l'expérience de l'acteur. Elle est que plausible, hein. Et on le fait avec des catégories, avec l'idée de rien rater de son expérience. Mais là, on touche, je trouve, à ce qui peut être difficile dans ce type de traitement, c'est qu'à la fois, et c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, à la fois, on doit en amont isoler une part de l'activité qui nous semble intéressante, que l'on a envie de comprendre grâce à l'entretien d'autoconfrontation, et en même temps, derrière, en fonction de ce qu'on va recueillir lors de l'entretien d'autoconfrontation, on va avoir un découpage autre en unités plus ou moins longues, etc. Moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Germain, en disant qu'on essaie vraiment de reconstituer une structure informationnelle, en fait. Et cette structure informationnelle, elle va prendre appui sur le nombre de signes hexadiques qu'on a pu reconstituer, même s'ils sont incomplets. À la limite, c'est pas un problème d'avoir des signes hexadiques incomplets. Mais de cette structure informationnelle, on va pouvoir dire qu'on s'est rapproché le plus possible de l'expérience de l'individu à partir des commentaires qu'il a bien voulu partager avec nous pendant l'entretien. Parce qu'il est tout à fait possible que cette enseignante, elle soit aussi dans le contrôle pendant l'entretien et qu'elle ait décidé de ne pas divulguer certaines émotions, certaines contradictions. Voilà, donc on est par rapport à l'analyse on n'est pas dans l'analyse de discours, on cherche des blocs de sens, quoi, en fait. Et à partir du moment, enfin moi ça m'est arrivé des fois d'essayer, enfin au début pareil, hein, de trouver des signes hexadiques les plus complets possibles parce qu'on a envie d'y arriver sur des verbatims un peu longs. Moi c'était des verbatims d'élèves, hein, donc et puis les entretiens, je les mettais en place directement dans la foulée de ce que l'élève avait filmé. Donc j'avais pas eu l'occasion de les sélectionner avant, donc je partais comme ça avec lui et je le laissais s'exprimer. Mais au bout d'un moment, j'ai pratiquement arrêté cette finesse-là, c'est-à-dire du signe hexadique, à partir du moment où j'avais trouvé l'élément perturbateur, soit l'engagement, soit l'attente. Et la frontière est poreuse, on l'a vu entre E et A, hein, c'est très très proche. S'il faisait référence à un élément du passé dans le référentiel et parfois en validant quelque chose de nouveau, en invalidant quelque chose, c'est bon, j'avais le sens, quoi. Et donc, le signe hexadique était validé et je pouvais passer à autre chose. Et après, comme dit Germain, ça dépend aussi du type d'activité dans lesquelles ils sont engagés. Donc, ça va dépendre aussi de ce que l'enseignant il propose. Là, elle est au tableau, donc elle s'attend à des interactions avec les élèves. Mais s'ils avaient été en groupe, en train de discuter à deux ou travailler sur de la poésie à deux, elle aurait pas du tout recueilli les mêmes éléments. Et puis même elle, elle n'aurait pas la même posture, elle pourrait parler de son déplacement en classe, du fait que, vous pouvez imaginer, hein, elle est avec un groupe et puis en même temps elle pense à un autre groupe parce qu'il faut vite aller les aider. Enfin, on peut imaginer plein de choses qui la traversent. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, on aurait dû préparer cet TD à 3, entre Germain et puis Laurent, c'est bien parce qu'ils sont en train d'introduire ce qui suit. Alors, on est bien d'accord qu'à la fin de ces 2 heures, on ne va pas être tous des super experts du traitement par le signe, etc. Par contre, si on arrive à mettre en évidence quelques points de vigilance, aussi bien lors du recueil du verbatim pour l'entretien d'autoconfrontation que aussi même de la captation, parce que ça pose question, la captation en classe. Est-ce qu'on équipe, ne serait-ce que la façon dont on place le micro sur l'enseignante? Moi, j'ai changé plusieurs fois la position du micro parce qu'au départ, c'est un micro de définition. Le recueil je le mettais à ce niveau-là, le micro, et on n'entendait que la voix de l'enseignant et on avait l'impression que la classe était parfaitement silencieuse et ce n'était pas du tout la réalité. Donc après, j'ai changé la position du micro. Est-ce qu'on le met fixe? Est-ce qu'on en met 2? Enfin, ça va jouer aussi cela, et à la fois dans ce que l'enseignante va nous commenter dans l'entretien et à la fois dans ce que nous, on va pouvoir isoler dans notre corpus. Moi, j'aimerais revenir à l'idée de plausibilité possible, c'est-à-dire ramener nos intentions pas en réalisme, ni non plus en pragmatisme, mais éviter cette volonté d'être objective
parce que je regarde l'exercice que tu fais et ça me fait penser à le dialogue entre la première personne et la troisième personne, dans le sens valérien. C'est-à-dire que l'enseignante, lorsqu'elle se prête à participer avec vous de cet exercice d'autoconfrontation, là, on essaie de revisiter la première personne par l'intermédiaire de la première personne, mais en donnant des unités. Et ce dialogue, je pense, ne peut pas arriver à les attitudes, c'est-à-dire, on a quand même, comme disait mon collègue qui vient de finaliser son intervention, quelque chose de véritablement plausible. Mais c'est le résultat d'un dialogue, un dialogue qu'on essaie d'établir avec quelqu'un qui a vécu, donc l'enseignante, et toi, celle qui essaie de découvrir, aller plus loin et ainsi transformer la pratique de cette enseignante en bout de compte. Alors, je me méfie beaucoup du dialogue en entretien parce que ça dépend ce que tu veux mettre derrière dialogue. Parce qu'en entretien, je ne veux pas qu'elle me donne des interprétations, je ne veux pas qu'elle me donne de nouvelles explications, je veux qu'elle m'éclaire sur la situation présente et qu'elle me commande cette situation. Je ne veux pas qu'elle l'interprète, etc. Mais je pense quand même qu'il existe, même si tu dis je ne suis pas en train d'interpréter ou demander qu'il interprète, mais en fin de compte, le fait que tu classes les choses par des composantes et que tu fais des repères, en tout cas, tu choisis, mais tu ne choisis pas du tout toute seule, tu choisis avec l'enseignante. Et c'est dans ce sens que je parle de dialogue. C'est dans ce sens que je parle de la première personne qui s'exprime cette fois-ci. Et elle essaie aussi de justifier, d'expliquer, en tout cas, lorsqu'on est dans cet exercice d'autoconfrontation. C'est dans ce sens que j'ai fait cet exercice de réflexion avec toi, avec nous en tout cas. Okay. Il y a entièrement d'accord avec Francisco, que j'avais rencontré d'ailleurs, je me rappelle Francisco, à l'occasion d'une présentation Obvia dans le cadre du GTLUM Scolia. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je me souviens de toi, absolument. Oui. Ouais, content de te retrouver. Et il y a un chercheur en France qui s'appelle Daniel Schmitt, qui travaille sur ces problématiques d'expérience vécue, d'énaction, et qui a même allé pousser la méthodologie jusqu'à remettre en situation l'intervieweur. C'est-à-dire finalement, l'intervieweur est remis en situation par une autre personne sur la manière dont il a vécu l'entretien. Et là, on peut aussi avoir des données qui sont très intéressantes sur ce que tu disais de Marie-Christine tout à l'heure, le fait d'être préoccupé aussi pendant l'entretien, que la personne raconte bien ce qui s'est passé et ne commence pas à expliciter, analyser, et du coup à sortir du type d'entretien de remise en situation que tu essaies d'élaborer. Et franchement, j'adorerais, moi, vivre ça, c'est-à-dire mener un entretien et avoir quelqu'un qui ensuite me propose de me remettre en situation sur comment j'ai vécu l'entretien. Parce qu'en fait, on voit bien que tout compte en fait dans ce protocole. La captation dont tu as parlé, la maîtrise du type d'entretien et la formation quasiment expérientielle qu'il faut faire pour arriver à se synchroniser avec le sujet. Voilà. Et après, l'analyse qu'on en fait, c'est aussi respecter, comme disait Francisco, ce que la personne a bien voulu partager avec nous, en se disant qu'il y a toujours une limite, hein, c'est que la personne a partagé quelque chose et pas autre chose, quoi. Voilà, donc il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'elle a partagé. Voilà. Donc c'est vraiment une méthode qui peut donner lieu à plein d'opportunités. Alors, en l'occurrence, c'est bien de l'autoconfrontation, hein, c'est-à-dire qu'on confronte l'acteur à son activité en diffusant un extrait, en lui diffusant un extrait. Ce n'est pas de la remise en situation par les traces de l'activité ou quelque chose d'autre. Alors, du coup, on a eu ce petit échange sur ce premier traitement. Germain a souligné le fait que combien c'était difficile, qu'est-ce qu'on isole comme unité, etc. Est-ce qu'on est sur un empan très court, comme là, à moins d'1 minute, ou un peu plus long? Et je vous propose une situation pour continuer. J'en ai prévu 4, en fait. Alors, là, on peut éventuellement... Il n'y a pas... Enfin, je ne vais pas vous proposer une
correction de ce qu'on vient de faire, parce que ce serait un petit peu un but de ma part. Et puis, on a déjà décortiqué pas mal de choses. Je voudrais juste vous montrer cette troisième situation où il y a déjà beaucoup d'autres perturbations, et on s'arrêtera, si vous le voulez bien, pour faire un petit peu de traitement à nouveau sur une unité. Alors là, c'est pareil, hein, je me suis appuyée sur le verbatim. Donc, je vous repartage mon écran. Alors, j'ai collé des morceaux de l'activité en classe. On vient de finir cette histoire de verre. Et cette fois-ci, c'est ce que disait Laurent, je crois, tout à l'heure, on change de format. Cette fois-ci, les élèves travaillent seuls à l'élaboration de leur carte mentale, mais ils ont le droit de travailler à deux. Pour autant, chacun doit avoir une carte mentale à la fin de cette heure. Le titre de Alena. Ouais. Oui. Alena, j'arrive. Alors, vous voyez déjà là, sur les quelques secondes, la préoccupation de l'enseignante, c'était distribuer des feuilles A3 à chaque élève pour lancer l'activité. Une élève, Manon, lève la main, interpelle pour demander si elle peut travailler avec Alena, qui est ici. Manon est ici devant, on ne la voit pas. Entre-temps, Sam lève la main, elle dit « j'arrive, Sam », et elle continue sa trajectoire pour aller vers Alena. On continue la petite vidéo. Travailler à côté de Marie, d'accord? Arthur et Mathéo, ne me désolez pas. Elle en profite pour repérer ses élèves qui sont assez perturbateurs. Arthur et Mathéo ne me décevaient pas. Et on voit combien, là, elle sélectionne des parties de son environnement, elle crée son monde propre. Elle aurait très bien pu focaliser sur Nathan, qui a une petite attitude un peu bouddhique, là, avec ses mains juste avant, sur Noah, qui n'a pas mis son masque, sur ces deux élèves qui n'avaient pas d'autorisation, mais qui sont en train de discuter, etc., etc. Donc, elle sélectionne certaines parts de son activité. T'as pas envie de quoi? De faire la carte mentale, ça a l'air long. Ça a l'air long? Oui. Mais maintenant. Bien, donc les échanges se font discrètement. Le but, c'est pas que ça tourne en immense bazar. Et il faut que je répète maintenant, dans 15 minutes, il ne faut pas une heure. Si vous voulez ajouter de la déco, vous faites chez vous, hein, mais les informations essentielles, elles doivent être sur la carte. Et après cet effort, on verra, voilà, le réconfort, c'est la lecture. Ah oui, vraiment. J'arrive, oui. Ça marche très bien ou pas? Tu peux simplement te retourner pour discuter un petit peu. On n'est pas obligé de libérer ça. Voilà. Alors, une petite diffusion un petit peu plus longue. Ce que je voulais vous montrer, avant de vous proposer un petit découpage, une petite unité, c'est la tâche multiple de l'enseignante, l'ensemble, la multiplicité également de ses préoccupations quasiment à chaque instant, et 3, c'est une classe qui a quelques faits à charge dans d'autres cours, d'autres moments. D'ailleurs, la veille de cette captation, il y avait eu un événement très négatif fomenté par une grande partie de la classe. Et pourtant, elle sélectionne certaines parts de son activité et elle arrive à générer une situation d'apprentissage tenable, durable. Si on déroule la vidéo jusqu'à la fin, on voit des élèves qui sont au travail. Elle sélectionne dans son référentiel un tas
elle mobilise un tas de connaissances. Voilà, la façon dont elle répond à Nathan, ah, ça a l'air difficile, ça a l'air compliqué, j'ai pas envie de le faire. Bah, tu commences maintenant. Non, ça a l'air long, bah, tu commences maintenant, etc., etc. Je vous laisse réagir sur ce petit morceau et après je vous propose l'unité que j'avais sélectionnée. Si vous avez envie de réagir. Merci Laurent. Bonne continuation. Alors, je vous propose ce que j'ai sélectionné pour vous, enfin, grâce encore une fois à l'entretien d'autoconfrontation. Alors, on est là. Clac. Tac. J'aimerais qu'on s'arrête pour cette deuxième application sur l'intervention entre Noah et Sam. Donc, les deux garçons qui sont au centre. Noah, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure qui a mis le masque sous le nez. Je vais reprendre après d'ailleurs. Et Sam, le garçon, juste avant. Alors, ce sont deux élèves hein, pour vous donner un petit peu l'idée, mais elle le dit après. Ce sont deux élèves qui sont compliqués dans cette classe. Noah est systématiquement en conflit, insulte à peu près à tous les cours les uns, les autres, est régulièrement isolé et malgré l'isolation, il génère des perturbations sans cesse. Sam est un élève qui a des troubles psychologiques. Et en fait, c'est un élève qui est scolarisé en Ulysse, qui vient, donc l'Ulysse en France, unité locale d'inclusion scolaire. Donc, ce sont des enfants à besoins particuliers qui sont inclus le plus possible dans les classes standards. Là, en l'occurrence, Sam, il est inclus dans 5 matières. Et c'est un garçon qui peut se braquer, exploser et quitter la salle sans préambule. Donc Noah demande, Madame, est-ce que je peux travailler avec Sam? Et l'enseignante a ce petit moment de réflexion, 1 ou 2 secondes. Ça marcherait bien ou pas? Si vous voyez, si on repasse l'extrait, je le repasse si vous le souhaitez. Sam dit oui. Ok, donc l'enseignante dit tu peux simplement retourner pour discuter un petit peu, on n'est pas obligé de bouger les tables. Si je vous mets, donc c'est la verbalisation que vous aviez aussi dans votre document, où elle donne toutes ces explications. Et j'ai trouvé intéressant de s'arrêter sur ce moment-là, de sélectionner cette unité-là pour faire un petit peu de traitement par les signes. Donc je vous laisse le lire ou le relire si vous aviez eu le temps de le faire. OK. Si vous voulez bien reprendre votre tableau et puis soit directement échanger entre vous pour pouvoir avoir une meilleure compréhension, etc., du petit travail, ou alors prendre comme tout à l'heure 4-5 minutes pour essayer de décortiquer un petit peu cela, de trouver l'engagement à ce moment-là de l'enseignante à partir de la perturbation. Noah demande s'il peut travailler avec Sam. Donc les attentes et jusqu'à peut-être que là on peut arriver à trouver un interprétant. Est-ce que ça vous convient comme travail? Quelques instants. Marie-Christine, est-ce que tu veux que je fasse des salles? Oui, ça peut être intéressant. Il nous reste 20 minutes de TD. Combien de salles et en combien de groupes veux-tu? Alors 2, 4, 6, 8, 10. Peut-être pas plus de 2 salles. 2 salles? Vous revoici. Pardon, j'ai sans doute interrompu des conversations, mais c'est intéressant, vu qu'il reste très peu de temps, c'est intéressant qu'on puisse les avoir. Donc, alors,
j'ai envie de vous proposer ma version et comme ça, on peut la critiquer et ça permet de continuer cette discussion que j'ai entendue de part et d'autre. Donc, je vous partage cet écran. Clac. On en était là. Moi, ce que j'avais construit modestement à partir du verbatim, c'était ceci. Bon, alors, j'ai toujours du mal à nommer les unités. Je trouve que le titre est peut-être pas top, mais... Alors, là, je l'ai laissé là, mais en vérité, quand je traite, je mets effectivement la perturbation au début et après, je réactualise A, S. Et ici, alors j'ai souvent aussi du mal, c'est pas simple, c'est ce que disait Germain tout à l'heure, hein, c'est pas simple de trouver un interprétant sur une toute petite unité. Et est-ce que c'est probant, est-ce que c'est judicieux? C'est parce qu'on va avoir un corpus plus large qu'on va avoir des types qui vont émerger, des récurrences. Germain, fais-moi penser, si j'oublie, l'intérêt de décomposer de ce traitement par les signes. Mais je pense que je vais y penser. Des commentaires, des confirmations, infirmations par rapport à ce que vous avez fait? Des accords, désaccords? Oui, moi j'aurais un commentaire par rapport à ce que tu nous proposes comme lecture et à une lecture très différente que j'aurais en faisant par exemple de l'analyse de contenu ou de l'analyse de discours. Ce qui me saute aux yeux, c'est j'ai autorisé, j'ai accepté, voilà, cette action de dire ok, on va le faire. Et je trouve que finalement, dans le tableau que tu proposes et qui correspond aussi à ce que j'avais essayé d'analyser avec ces outils-là, ça ressort peut-être moins clairement, alors qu'il me semble que c'est un élément fort du verbatim, cette prise de décision malgré ses réticences, et qu'elle répète au moins 2 fois, je pense, ou 3. Voilà. Et où est-ce qu'on pourrait le placer, cette action d'aller en fait contre les attentes, contre le possible peut-être Alors, j'ai eu effectivement cette analyse-là et du coup, c'est pourquoi j'ai mis le verbe permettre. Je me suis dit, finalement, elle commence par nous raconter que Noah est ceci, que Sam est cela, et permettre, je me suis dit, bah ouais, elle va un petit peu contre ce qu'elle pense initialement, et en plus, elle le sépare assez souvent, hein, Noah, Sam, c'est pareil, c'était la première fois sur les différentes captations que j'ai fait avec elle, où je les vois autorisées à travailler en slant. Et je me suis dit, bah tiens, elle a peut-être construit un nouveau type, elle a peut-être elle est allée contre ce qu'elle pensait au départ, et là, elle a fait... Alors, sur des captations suivantes, j'ai compris qu'en fait, non, parce que maintenant, régulièrement, elle fait travailler ensemble des élèves perturbateurs. Et elle m'a réécrit un mail, là, il y a 2 jours. Elle les fait travailler ensemble, comme ça, elle se dit, bah, finalement, déjà moi, je vais plus souvent dans ce groupe-là, et puis, c'est possible. C'est intéressant. D'ailleurs, ça a peut-être été ça sa surprise. Hein? Parce qu'au début, elle leur demande, ça va marcher. Hein? Lorsqu'ils demandent de travailler ensemble, elle dit, ça va marcher. Elle dit, oui, madame, oui, madame. Alors, elle accepte. Elle accepte. Ils font le travail, et au bout du compte, probablement, la surprise qu'elle a, c'est de voir qu'ils ont été capables de produire la carte mentale. Ils ont fait le travail. Alors, la transformation provient de la perturbation, c'est vrai. Ben voilà. Et elle, ben, qu'est-ce que ça va faire chez elle? Là, je ne sais pas jusqu'où moi je peux interpréter parce que je suis dans une perspective élective et je suis novice là-dedans. Alors, mais comme professeur de pédagogie, de gestion de classe, je peux vous dire que votre exposé, madame, m'a fait réfléchir. Hein? J'ai vu des choses absolument intéressantes. Bon, mais je me dis également, j'aurais aimé ça voir tout ce que j'ai vu dans vos extraits de la salle de classe. J'aurais aimé les voir, parce que là, on est dans un enseignement assez dirigé. J'aurais aimé les voir dans une pédagogie ouverte.
on aurait probablement eu un autre son de cloche. Mais Mm. je trouve ça très intéressant. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Et c'est rigolo, alors on n'aura pas le temps, hein. J'avais préparé un quatrième type et vous l'avez, le verbatim de Younes. Donc Younes, c'est un autre enseignant qui a une pédagogie beaucoup plus ouverte, hein. Les connaissances arrivent des élèves, etc. Donc on est en classe de SECPA, l'enseignement est un peu différent. C'est un enseignant spécialisé d'ailleurs, hein. Donc il utilise effectivement. Par ailleurs, bon, bref, peu importe. Je ne m'étends pas parce qu'on ne va plus avoir le temps. J'aimerais juste clore ce TD en répondant à la question de Marcel. Traiter des données par les composantes du signe n'est pas une fin en soi. Ça nous permet, donc toutes ces unités, hein, on va avoir 10, 20, 30 unités sur un corpus ou un petit bout de corpus. Donc quand on traite par les composantes du signe, ça nous permet de faire un zoom sur une petite portion d'activité. On est sur un niveau microscopique finalement de l'analyse de l'activité. Ça nous permet d'atteindre, grâce à l'autoconfrontation, une compréhension de l'activité et ensuite on dézoome en construisant le cours d'expérience des acteurs. Alors c'est intéressant aussi d'avoir l'autoconfrontation des élèves. Ça permet justement de nourrir davantage le signe exadique. Et à partir de cette construction du cours d'expérience, on peut retrouver, parce qu'on va avoir plusieurs cours d'expérience sur différentes séances, et on va pouvoir retrouver des typicalités. On va pouvoir avoir des interprétants, on va pouvoir élaborer des règles finalement. Dans mon cas, dans le cadre de ma thèse, ça me permet de comprendre ces configurations d'activité que je ne comprends pas de l'extérieur parce que je ne vois pas tous ces éléments invisibles auxquels j'accède grâce à l'entretien d'autoconfrontation et grâce au traitement par le signe. Ça me permet de dépasser finalement les gestes professionnels que je peux voir et qui restent des choses finalement discontinues. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus fluide et j'accède à cette dimension invisible. Ça me permet aussi d'accéder à des connaissances nouvelles. Je vous rappelle que le cours d'action, il est à la fois épistémologique, mais aussi technologique. Donc, il a une visée transformative. Et derrière, moi, mon but, c'est de mettre en place des laboratoires in situ entre pairs, donc entre pairs enseignants, pour justement transformer aussi leur activité pour qu'elle soit plus efficiente. Et voilà, donc c'est l'intérêt, en tous les cas, un des intérêts de traiter finement l'activité des enseignants par les composantes du signe. Merci beaucoup, Marie-Christine. Donc, je crois que c'est le moment de nous quitter maintenant. Oui. Donc, je te remercie d'avoir animé cet atelier. C'était fort intéressant et personnellement, j'ai trouvé extrêmement instructif. C'est une excellente introduction à l'usage du signe exadique et je pense que nous aurions pu prolonger honnêtement l'atelier d'une bonne heure et plus sans aucun souci. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire le dernier exemple. Merci également à tous et à toutes les participantes pour votre participation active à l'atelier. Et j'en profite pour vous inviter au prochain atelier qui aura lieu le 9 juillet prochain. Une collègue de Marie-Christine justement qui animera donc un autre atelier en continuité avec celui-ci. Donc le sujet est assez proche. Je vous souhaite donc une excellente journée et au plaisir de vous revoir, que ce soit dans un atelier futur ou au colloque qui aura lieu du 23 au 27 août. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria, et vous tous.